Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Inspiration Design. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Solène Leroux et je suis une styliste tricot parisienne. Mon but, c'est de vous inspirer dans vos créations, de vous aider à progresser pour que vous puissiez créer de beaux tricots que vous allez aimer fabriquer et porter pendant très longtemps. Donc j'ai un épisode vraiment très spécial pour vous aujourd'hui de ce podcast parce que donc j'y ai interviewé les gérantes de Boucle Laine. Donc si vous ne connaissez pas Boucle Laine, c'est une petite entreprise familiale de laine naturelle qui est basée en Bretagne. Donc elles ont leur atelier à Landerneau. Et, et donc, elles m'ont contacté il y a quelques mois pour savoir si j'étais intéressée pour faire une collaboration avec elles. Donc, j'ai immédiatement dit oui. Donc, déjà parce que j'adore enfin, ça me tient à cœur de travailler avec des laines naturelles, des laines écologiques, et aussi d'en apprendre plus sur le processus de comment ces laines naissent en fait, comment elles sont créées, du mouton jusqu'à nos aiguilles, qu'est-ce qui se passe. Et donc aussi parce que la Bretagne, c'est mes origines. Moi, j'ai grandi en Bretagne, près de Rennes, et toute ma famille vient du Finistère. Donc, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et que je suis très heureuse de partager avec vous maintenant. Donc, j'ai découvert toute leur gamme de laines. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc, j'ai choisi de faire un gilet à torsade, donc, que j'ai appelé bucolique. Et donc, pour ce gilet, j'ai utilisé leur laine Ouessant, donc qui est faite à partir des moutons de l'île d'Ouessant, tout simplement. Et donc je voulais faire un gilet qui soit vraiment facile à porter, un gilet confortable et donc avec des torsades. Je voulais un peu mon gilet parfait de l'automne. Et donc j'ai mis des torsades qui sont élégantes mais en même temps pas trop compliquées à tricoter non plus. Et donc il a un toucher un peu rustique donc grâce à la laine de boucle laine qui est vraiment incroyable à tricoter. Elle a vraiment une superbe définition de point qui met très bien en valeur les torsades. Et donc si je l'ai appelé bucolique, c'est parce que c'est un mot que j'adore utiliser et pour moi ça représente un sentiment, un peu le sentiment de pure joie que l'on ressent quand on arrive dans la nature. Moi, à chaque fois quand je me promène et que j'arrive dans une belle prairie ou une clairière avec la douce lumière du soleil qui passe à travers les feuilles, à chaque fois mon premier mot c'est de dire qu'est-ce que c'est bucolique ici? Donc c'est un mot que j'adore, que j'utilise probablement un peu trop, mais, euh, mais voilà, c'était un peu ce sentiment-là donc de pure joie d'être dans la nature, de pure joie des choses naturelles. Donc comme j'ai utilisé une laine, une très belle laine naturelle de boucle laine, donc c'était un peu ça que je voulais partager avec vous à travers ce design. Et donc Clotilde et Brigitte, qui sont les gérantes de Boucle Laine, ont accepté de répondre pour vous à mes petites questions, donc où je leur demande de partager leur histoire, qu'est-ce que c'est Boucle Laine, comment c'est né, et donc comment elles fabriquent leur laine, toutes leurs étapes de production. Donc c'est très intéressant, enfin moi j'ai appris plein de choses pendant cette interview, donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Pour nous présenter, on va commencer par maman, c'est Brigitte. Et moi, je suis Clotilde. On, est, on a eu cette passion du tricot qui est venue de mère en fille parce que la maman de maman tricotait. Elle nous a appris à moi et ma sœur. Et voilà, c'est ressorti il y a quelques années, cette passion où on s'est remis à tricoter. Moi, je me souviens, c'est quand ma sœur attendait des enfants, je me suis mise à tricoter plein de pulls de bébé, j'ai trouvé ça passionnant. Et après, j'ai pas pu m'arrêter. Donc voilà, à partir de ça, plus on constatait que en France, la laine n'est pas assez valorisée. C'est un déchet, un sous-produit de la viande qui est considéré principalement comme un déchet en France. Et c'est très dommage. Plus notre désir de tricoter avec de la laine naturelle locale inassouvie. Donc, on a trouvé la solution de la produire nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, toutes les étapes de production de la laine jusqu'à arriver au fil? Ben,
Déjà, il y a un travail en amont assez important, primordial, que maman fait, c'est l'approvisionnement en toison. Du coup, d'ailleurs, en ce moment, on est en train de travailler sur les toisons de l'île d'Ouessant, qui correspond bien au thème de l'interview aujourd'hui. Ce matin, on y était et du coup, je t'ai pris des petits échantillons pour montrer les diverses fibres. Du coup, on a des grands sacs remplis de toison et il y a des parties qui sont avec des fibres grossières qu'on enlève, particulièrement les gigots. Et après, on va garder des fibres qui vont avoir un bel aspect, qui sont parallèles, qui ont comment ça s'appelle ça, le crimp, la vibration comme ça dans la fibre qui va parfois indiquer qu'elle est douce et bien poussée. On a plusieurs catégories. Alors ça, j'ai un exemple de ce qu'on garde pas, par exemple. C'est le gigot. Donc on voit bien la différence. On a des fibres assez sales, grossières. Et ça, on enlève parce qu'on veut pouvoir dire que notre laine, elle peut se porter comme ça facilement, bras nus. Et après, sur Ouessant, on a aussi des fibres grosses comme ma tête. Donc voilà, la première étape la plus importante, c'est trouver les toisons et sélectionner les belles fibres. Une fois qu'on a ces belles fibres, on les envoie en Haute-Loire chez le laveur qui va les passer dans plusieurs bains d'eau de plus en plus propres et clairs et qui nous sort des toisons, des fibres propres. De là, la laine est acheminée jusque dans la Creuse, à Felletin. Et le filateur on va lui demander, il fait le fil et après on lui demande sur, par exemple, 50 kilos, on lui envoie des petits échantillons de coloris et il va contre-typer ces coloris sur les écheveaux qu'il nous a filés dans la grosseur demandée. Voilà. D'accord. Ensuite, il nous envoie ça, puis on s'occupe du conditionnement, on reçoit en écheveau ou en cône le fil. Et après, il y a toutes les étapes de conditionnement, de prise en photo, de commercialisation et de faire des marchés et tout. Et donc, comment vous les sélectionnez, les éleveurs, comment vous les trouvez déjà pour aller récolter la laine, comme vous partez à leur rencontre? Et voilà, comment ça se passe un peu? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir soit un travail avec les tondeurs. Il y a des tondeurs qui se mobilisent pour que les éleveurs ne jettent pas leur laine au fond de leur champ, ce qui est encore la majorité des éleveurs de ce qu'ils font. Et donc, avec ces tondeurs-là, on a accès à des élevages. Alors, soit après, entre éleveurs, ils se donnent le mot, de bouche à oreille. Ils disent moi, il y a des personnes qui sont venues acheter ma laine, mes toisons. Donc, est-ce que tu peux, si ça t'intéresse, en fait, tu peux les appeler. Des fois, on nous appelle directement, du coup, maintenant. Et il y a aussi une troisième façon, c'est avec le réseau laine qui est en train de se monter là dans le département. On a d'autres amis artisans qui vont aller aussi dans les élevages, qui ne cherchent pas les mêmes fibres. On a par exemple Marion qui cherche des fibres pour faire du matelas. Et donc chacune, en fonction de... Quand on va dans un élevage, si on trouve des fibres qui correspondent à l'autre personne, on va la prévenir. Comme ça, on a gagné plusieurs élevages grâce à ça. Et ce petit réseau permet aussi, par exemple avec Marion, on est allé trier un grand tas de laine chez un tondeur. Et donc on s'est partagé la laine. Comme ça, on faisait une collaboration entre nous. En gros, on s'est partagé. Il y avait la moitié pour le fil, la moitié pour le matelas, plus tout ce qu'on n'a pas pris d'ailleurs. Il y avait beaucoup de laine aussi qui ne correspondait pas à nos besoins, quoi. Et du coup, les éleveurs, c'est plus des gros éleveurs, petits éleveurs, vous avez un petit peu de tout L'élevage le plus gros où on est allé, il a 110 brebis. D'accord. Petits élevages, on va dire. Il nous faut plusieurs éleveurs là pour pouvoir faire un gros lot de laine. On rappelle qu'avec 100 kg de toison, en gros, on récupère 50 kg de fil. D'accord. Les toisons sont très grasses.
Et du coup, les éleveurs chez qui on va directement, ils sont vraiment très contents. Ils sont contents de valoriser leur laine, d'arrêter de l'acheter en fait. Parce que souvent, ce sont des éleveurs bio en plus, là, les derniers qu'on a rencontrés. Ils ne comprennent pas trop de jeter leur laine. Donc, ils sont très contents de ne pas acheter leur laine. La tonte est obligatoire chaque année quoi, pour l'hygiène et la santé du mouton. Donc, auparavant, les tondeurs payaient pour venir tondre et récupérer la toison. Elle était valorisée. Aujourd'hui, c'est l'éleveur qui va payer le tondeur pour venir soigner ses brebis. Ouais. Et la toison est plutôt un déchet. Donc, c'est une sacrée perte pour les éleveurs, quoi, c'est pas forcément bon, ça leur apporte, ça les défraye et ça leur apporte un revenu qu'on vienne acheter les toisons chez eux quoi, lors de la tonte. Et puis c'est un moment convivial, on est 10, il y a des gens qui s'occupent. Trop bien. Ouais, c'est hyper chouette. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. C'est une cadence infernale, mais c'est super chouette. Ouais. Non, l'autre meilleur moment, c'est quand je choisis les teintes Ah oui, les gammes de couleurs. Les gammes de couleurs. Et comment vous les choisissez, ces gammes? Ben... peut-être, je pense que j'apporte un premier jet, puis après on en discute. On travaille surtout avec des morceaux de fil de broderie parce que ma grand-mère maternelle faisait beaucoup de broderie, donc on a plein d'échantillons de couleurs. Et on sélectionne là-dedans les jolis coloris, puis après on en discute, qu'est-ce qui marcherait le mieux, et tout, puis on arrive à faire quelque chose de plutôt équilibré. Enfin, je sais pas. Parce que moi, je trouve qu'elles sont très belles, vos palettes. Merci. Et du coup, moi, en tricotant votre laine Ouessant, j'ai trouvé que c'était une laine bien rustique, sèche, mais en même temps, elle gratte pas. Enfin, elle est très très légère à porter. Et du coup, est-ce que ça vient de la qualité de la laine elle-même, de la manière dont vous la fabriquez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur la laine des moutons d'Ouessant? Alors, ouais, les moutons Alors, on essaye de ne pas faire l'amalgame avec moutons. Quand on dit mouton d'Ouessant, ça désigne la race des petits moutons là, qui font 30 cm. Il y en a plus sur l'île d'Ouessant, peut-être qu'il en reste quelques-uns. Depuis 50 ans, ils ont été croisés avec des grands moutons, Texel et Suffolk. Ouais. Donc, c'est des moutons à viande avec des bonnes particularités de fibres. Donc, à l'origine, le mouton d'Ouessant, la race, était une race qui n'avait pas de poils de jarre. Les poils de jarre, c'est des petits poils très courts qui sont à la base de la toison et qui piquent comme de la barbe. Donc, c'est quelque chose qu'on fuit comme la peste. Dès qu'on en voit, on enlève la partie. En effet, parce que les gens sont souvent un peu réticents. Je pense qu'il y a eu une sorte de traumatisme avec la baisse de la qualité de la laine en France à une époque. Et puis, on a tous cette image de pull qui gratte. Donc, voilà, on essaye de briser. C'est pas toujours facile de convaincre les gens, mais pour pouvoir le dire bien, on fait super attention. En attendant, à Ouessant, il n'y a pas de toison jarreuse. Et ça, c'est la première raison pour laquelle les toisons ne grattent pas. Après, le fait qu'elles soient légères, c'est vrai, c'est exceptionnellement léger à Ouessant. On ne sait pas trop pourquoi. Quand on a un gros sac de laine à un curon, c'est censé faire 110 kg et là, bien tassé, ça fait 80. Donc, c'est très, très différent des autres toisons. C'est peut-être lié à la race et aussi au climat sur l'île, qui est quand même pas mal soumis aux embruns et au vent. Et pour survivre là-dessus, un mouton, il doit sécher à toute allure, autrement, il va mourir d'un rhume. Comme si on va mettre un mouton mérinos sur Ouessant, il ne va pas survivre, il va moisir. Du coup, on a des pulls aussi dans lesquels on ne sent pas la transpiration. C'est hyper, elle a des particularités assez impressionnantes. Ouais. Le côté valorisation, quand tu disais le traitement, le lavage, comme on est sur une laine naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traitement chimique corrosif, comme le superwash par exemple, qui elle va rester dans des acides et après elle est recouverte de silicone pour
ça casse toutes les écailles de surface de la fibre. Et après, le silicone permet que ça feutre pas dans la machine à laver. Et bon, je trouve ça bizarre qu'on puisse encore dire 100% laine, puisqu'il y a du silicone. Mais... Enfin, et donc, la laine naturelle, on lave la laine. Chez le laveur, ils ont des savons à laine. Voilà, c'est lavé avec du savon. Et il n'y a pas d'autre traitement que ça. C'est pour ça aussi que on n'enlève pas tous les brins de paille à la pince à épiler. Donc il en reste un petit peu parce que les traitements chimiques de superwash permettent d'éliminer tous les débris végétaux. Et donc voilà, la preuve qu'on est une laine naturelle, c'est qu'il y a des débris dedans. Moi, j'aime bien avoir des petits bouts de paille. Je trouve que c'est toujours... on se sent plus proche de la provenance de la laine et de l'animal quand on voit les petits bouts de paille avec. Ouais. Surtout qu'à Ouessant, ils sont élevés en plein air intégral. Il n'y a pas de bergerie. Et puis, même au-delà du plein air intégral, toute la saison, hors saison touristique, ils sont carrément en libre pâturage. Du coup, il paraît qu'il faut faire gaffe sur la route. Ça joue sur la qualité, le fait qu'il soit pas... il n'y a pas de contraste. Ils sont tout le temps à l'extérieur et donc ils n'ont pas de contraste de chaleur entre la bergerie et la prairie. Qui fait feutrer la laine. Quand on trie, on va trier les fibres les plus fines pour le fil et les fibres qui sont un peu plus grossières, donc qui paraîtraient un peu moins douces, si on peut dire douces du coup. Donc on les conserve parce qu'elles sont aussi très belles. Et là, du coup, on en fait des couvertures. On va les feutrer. C'est une autre qualité de ces laines d'Ouessant, c'est de pouvoir faire des couvertures très légères. Et ça, c'est un plaisir du coup parce que toutes les toisons peuvent être utilisées. Voilà. Et ça, ouais, ça c'est Elles sont quasiment toutes utilisées. On n'en jette pas, quoi, en fait. C'est la même chose que les fibres des pelotes de laine de Ouessant 100, sauf que c'est les fibres plus grossières, quoi, quand on voulait pas tricoter de pull avec quand même, parce que c'était un peu trop gros, mais en couverture, c'est parfait. Ouais. Et donc, dernière question, quels sont vos projets pour le futur, donc chez Boucle Laine? Qu'est-ce que vous avez en stock pour nous? On attend des nouvelles couleurs pour le Mérinos Angora, qui est une jolie gamme. Et on attend 17 couleurs là qui vont arriver. Après le Roussin Alpaga, qui est notre troisième ligne, on en prépare une quatrième avec des moutons Hampshire qui sont élevés dans le Morbihan. Et là, on réfléchit si on n'allait pas faire un truc retordu avec 2 couleurs. Enfin, la moitié, un fil retordu en gris et l'autre fil en blanc. Et après, sur teint, c'est assez chouette parce qu'on fait à peu près ce qu'on veut. On dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on faisait ça, ou cette couleur, ou on essaye d'être un peu pragmatique aussi, mais on a la liberté de faire ce qui nous passe un peu par la tête. On aura la nouvelle gamme de Roussin Alpaga, sûrement un peu plus grise, surteintée sur une couleur naturelle plus grise. Donc ça, c'est ce qui viendra après. Et peut-être en projet, donc on a croisé une éleveuse de chèvres, Angora, qui a du poil disponible, on va dire. Et donc, pourquoi pas une gamme Finistère, Mohair. On trie pour la deuxième saison la laine de Ouessant et c'est avec... on sait ce que ça donnera donc et que ce sera pas mal accueilli, donc c'est assez rassurant et c'est gratifiant aussi de voir le résultat final chez les tricoteuses. Et ça fait partie des projets d'avenir, c'est de voir encore d'autres pulls de tricoteuses pour voir le rapport entre les moutons qu'on voit à la bergerie ou quand on va se promener à Ouessant et de voir les photos sur les réseaux sociaux des tricoteuses. C'est vraiment le bonheur de l'artisan de voir le cycle entier comme ça. On essaye de faire partager aussi avec les clientes en mettant des photos de tri et de brebis pour partager notre bonheur. Et voilà, c'est ça nos projets d'avenir, c'est continuer de faire des jolis fils, créer et voilà, du bonheur, partager. Continuer de travailler avec les éleveurs parce que c'est aussi, eux, ils sont encore plus en amont que nous, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on leur apporte, on avait montré le fil de Roussin Alpaga aux éleveurs et
Et c'est étrange, ils voient les poils de leurs animaux en pelote et ça leur avait fait plaisir de voir ce cycle fini aussi. Du coup, ça peut inciter les éleveurs à mieux trier leurs moutons ou sélectionner. Et les éleveurs de Roussin de la Hague, la race s'appelle Roussin de la Hague, donc nous ont dit que la qualité lainière des brebis vient d'être ajoutée aux critères de sélection de la race, par exemple. Donc, nous, notre projet, c'est à la limite de mieux rémunérer les éleveurs, si on peut. C'est vrai, je trouve que c'est important d'en parler, enfin, même aux tricoteuses, parce que nous, on est côté, on reçoit la laine toute faite et on la tricote, on la transforme, mais on connaît très peu finalement d'où elle vient, comment on la fabrique. Donc je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Ah ouais, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Et nous, on savait pas non plus. On pense que la laine, je sais pas, ça tombe du ciel. Ou, en tout cas, on n'imagine pas tout le processus. Et c'est un processus, agriculteur, quoi, paysan, où on part du mouton. Et après, il y a tout un travail un petit peu hydratant. C'est un super soin pour les mains de trier la laine. Et après, il y a un côté vraiment technique, proche de la matière pour appréhender. On commence à savoir un petit peu ce que vaut chaque fibre pour le fil. C'est intéressant. Et du coup, la façon d'élever les brebis aussi. Parce qu'en fait, là, dans les élevages où on est allé, les éleveurs laissent leurs brebis très souvent à l'extérieur. Donc, on ne se retrouve pas avec des toisons pleines de petites pailles et pleines de... Parce que ça, c'est pas possible, en fait. Ouais, le plein air intégral, c'est important. Ouais. Au début, on triait les toisons en enlevant tout et tout, mais c'est pas possible. C'est beaucoup trop long. Donc, il faut que les toisons soient propres, en fait. Quasiment, quoi. Voilà, ça doit sans, voilà, ce qu'on va enlever, c'est les bardanes, un petit peu de la ronce, un peu d'ajonc, et encore pas beaucoup. Et... Oui, des branches de ronce. Voilà, mais elles sont propres, quoi. C'est pas nous qui avons enlevé et tout. Il y a des scarabées aussi. Des scarabées aussi. Et ça, il suffit pas de dire on a de la laine à vous apporter. Ouais, qu'elle soit bien faite. Ouais, c'est vraiment tout un processus à remettre en route, quoi. Et vous avez des revendeurs où on vous trouve sur les festivals un peu Donc, on a gardé quelques distributeurs. C'est des boutiques pas loin. Il y en a une à Landerneau à côté. Au cas où on est fermé, les gens peuvent se replier là-bas. Et puis, il y a un café tricot très chouette à Brest qui s'appelle Tout Bazar. Et non, il y a les Monts d'Arrêt aussi. Ah oui, la maison de producteurs. La maison, l'épicerie paysanne. Donc, on a nos pelotes entre le fromage et les pots de miel. Donc, c'est assez chouette. Et puis, c'est un village qu'on aime beaucoup, assez actif. Et quand on rentre dans la boutique, les gens ont toujours plein de choses à dire. C'est agréable. Dans Saint-Rivoal. Voilà, Saint-Rivoal. Tout le monde à Saint-Rivoal. Moi, j'aime beaucoup aller. C'est hyper chouette d'aller sur les fêtes de la laine, de rencontrer dans des événements comme ça spécifiques. C'est génial. On voit des gens qui arrivent avec des pulls qu'on a vus sur Instagram, ou alors on rencontre des clientes en vrai, qu'on avait des amis virtuels qu'on rencontre. Et donc, là prochainement, on va aller à Saint-Vincent-sur-Oust. À Felletin d'abord. À Felletin d'abord. Fin octobre. Ah ouais, Felletin d'abord, fin octobre, pour la Journée nationale de la laine. Et à Saint-Vincent-sur-Oust, c'est une association qui s'appelle Toute fibre dehors. Ouais, l'événement s'appelle Toute fibre dehors. Donc c'est un truc chouette où il y a tous les artisans de Bretagne et d'un peu plus loin aussi. Et après, on viendra à Malakoff, je ne sais plus quand c'est Malakoff, février. C'est en février. Peut-être qu'on se rencontrera en vrai. Sûrement. Et voilà, donc Fête de Malakoff. Et j'essaye d'organiser. On a fait le 7 juillet, on avait fait une fête là dans la rue avec une dizaine d'artisans et copains du coin. Et je suis en train d'organiser la prochaine. Ce sera peut-être en juin. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Donc j'espère que cet épisode du podcast Inspiration Design vous a plu. Vous pouvez retrouver le modèle du gilet bucolique sur Ravelry et donc les magnifiques laines de Boucle Laine sur leur site web bouclelaine.fr.
Je vais vous mettre tous les liens ci-dessous pour que vous puissiez aller voir ça si ça vous intéresse. Et donc en tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast et à très bientôt.